L'Assemblée des communautés de France, l'ADCF, propose une série de tutoriels aux intercommunalités sur différentes questions qui se posent à elles dans un contexte d'évolution nombreuse, tant en milieu rural qu'urbain. Alors ces vidéos sont réalisées en partenariat avec le cabinet Landau et Associés et Idéal Connaissance et vous sont proposées sur différentes thématiques, chacune des vidéos étant circonscrite à une question particulière. Avec cette vidéo, vous avez les compétences eau et assainissement des communautés et métropoles. Ce transfert obligatoire qui va avoir lieu se situe dans un contexte où l'on connaît un tissu de structures assez petites parfois ou de grands syndicats qui dépassent l'échelle des communautés, donc une situation initiale qui est marquée par une grande diversité, situation qui a été parfois abordée par les derniers schémas départementaux de coopération intercommunale, mais assez rarement, les préfets comptant notamment sur des évolutions automatiques qui seront détaillées dans ce présent tutoriel. C'est également un enjeu qui est lié à une montée en puissance des intercommunalités dans tout le cycle de l'eau, notamment dans le contexte de la prise de compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations qui fait l'objet d'un tutoriel spécifique. Nous sommes donc sur des compétences qui vont être obligatoires pour l'ensemble des communautés et métropoles, qui touchent notamment à l'eau, donc l'eau potable, donc production par captage ou pompage, la protection du point de prélèvement également pour s'assurer de la sécurité dans la consommation d'eau, le traitement en tant que tel, le transport, le stockage de l'eau et puis la distribution dès lors qu'on est sur de l'eau destinée à la consommation humaine. Deuxième aspect, l'assainissement des eaux usées, où nous sommes sur donc deux services à caractère industriel et commercial, l'assainissement collectif, donc la collecte des eaux, leur drainage, le transport, et puis ensuite le traitement des eaux usées à caractère domestique. Autre service, c'est donc l'assainissement qu'on appelle l'assainissement non collectif, qui se traduit par une compétence en matière de contrôle à minima des installations d'assainissement non collectif. La date, on est sur un transfert au 1er janvier 2020 au plus tard à toutes les communautés, qu'elles soient communautés de communes ou d'agglomération, sachant que certaines interviennent déjà, qu'elles soient déjà obligatoirement compétentes comme les communautés urbaines et métropoles, ou à titre optionnel dans les autres catégories de communautés. Il y a également un point de vigilance à avoir à l'esprit, c'est celui des incidences des fusions de communautés, où des communautés déjà compétentes vont parfois être fusionnées avec des communautés compétentes, et se pose donc la question de l'harmonisation de ces compétences en matière d'eau et d'assainissement. Alors, il y a aussi un point supplémentaire à évoquer, qui n'est pas clairement évoqué par la loi, c'est la question des eaux pluviales urbaines. Le législateur a d'abord créé une compétence communale, les eaux pluviales urbaines. Les communes étant compétentes sur les zones où il y a une imperméabilisation des sols liée à l'urbanisation pour collecter ces eaux pluviales et assurer éventuellement leur traitement s'il y a une charge de pollution et leur retour dans le milieu naturel. Se pose l'éternel débat, le débat de savoir si les communautés, les EPCI à fiscalité propre, auront ou pas cette compétence eau pluviale. Et on peut lire énormément de positions différentes de différents spécialistes. Il faut faire un petit peu d'histoire de ce point de vue-là, en rappelant d'abord que pour les comités d'agglomération, les lois Grenelle avaient prévu le transfert de cette compétence eau pluviale avec la compétence assainissement de ces communautés. Il en résultait d'ailleurs une obligation pour le 1er janvier 2015 de faire un zonage et donc d'assumer cette compétence. Entre-temps, par contre, la loi NOTRe a bouleversé un petit peu les cartes. Lors d'une modification rédactionnelle, la compétence assainissement est redevenue labellisée pour les comités d'agglomération assainissement sans plus de précision. Ce qui pose une difficulté, à savoir si les communautés d'agglomération, par exemple, sont toujours compétentes en la matière. Par ailleurs, on voit bien, il y a tout un mouvement qui est engagé de transfert de compétences des communautés d'agglomération et des communautés de communes, en fait de l'ensemble des EPCF qui étaient propres, pour gérer demain le cycle de l'eau. Du coup, la modification rédactionnelle
qui a été introduite par le législateur, pose une difficulté pour savoir ce qu'on fait des compétences eaux pluviales urbaines. Est-elle finalement une compétence à part, parce qu'en plus le législateur dit que c'est un service public administratif, rester au niveau des communes, et du coup je pourrais la transférer en compétences dites supplémentaires ou facultatives aux communautés, ou vais-je me retrouver dans une situation où elle est transférée automatiquement avec l'assainissement? Alors, si on fait un peu de décor d'archéologie juridique, je dirais, encore que les décisions ne sont pas si anciennes que ça, le législateur a tout d'abord considéré que lorsqu'on est en présence d'un réseau unitaire, et il y en a, la distinction entre les deux est une fiction juridique. Et le portage de la compétence assainissement entraîne à minima le portage des eaux pluviales urbaines à l'échelle de la communauté sur les réseaux unitaires. Donc déjà, il y a un premier pied, je dirais, dans la compétence. Deuxième aspect, au moins pour les communautés d'agglomération, le mécanisme législatif de l'UNIS n'a pas été modifié en réalité en ce qui concerne la transition qui était prévue pour les communautés qui étaient déjà compétentes en matière d'assainissement. Il est toujours indiqué en réalité qu'elles devaient, au 1er janvier 2015, s'organiser pour prendre la compétence. Donc avant la loi NOTRe. Donc quelque part, les communautés d'agglomération qui avaient déjà compétence avant ont probablement déjà la compétence au pluvial. En tout cas, on peut le défendre puisque le texte n'a pas été abrogé. Ensuite, si on va encore un peu plus loin, on pourrait s'interroger si effectivement la complexité technique en la matière ne conduit pas au transfert. Mais à côté de ça, le juge est pragmatique sur d'autres aspects, principe de spécialité, ce que je n'ai pas expressément transféré à la communauté reste dans le giron communal. Donc nous, notre préconisation est tout d'abord de considérer qu'à minima, il y a effectivement le transfert en secteur unitaire de la compétence, mais il est vivement recommandé pour l'ensemble des communautés de se positionner, et si elles organisent le transfert des eaux pluviales urbaines, eh bien, de l'inscrire, en attendant une précision législative qui pourrait venir, de l'inscrire expressément dans les textes avec une compétence eaux pluviales urbaines, permettant ainsi, sans ambiguïté, de dire la communauté est compétente, et bien sûr, derrière, d'organiser le transfert de charges, au moins quand on est en fiscalité professionnelle unique, pour pouvoir avoir aussi la révision des instructions de compensation pour prendre en compte ce basculement d'une compétence vers le PCI à fiscalité propre. Alors, ce que la loi a prévu plus précisément, c'est l'incidence de la prise de compétence sur les syndicats qui préexistaient. Comme souvent lors de nombreux transferts de compétences, nous sommes sur une conséquence qui peut être anticipée par rapport à des syndicats donc, qui géraient la compétence de l'eau et de l'assainissement. Deux types de mécanismes sont possibles. La question est de savoir si l'on se situe dans un cas de représentation-substitution ou dans un cas de retrait des syndicats. La représentation-substitution, c'est le cas de figure où les communes, avant que la compétence soit communautaire, avaient transféré cette compétence au syndicat. À la suite du transfert de la même compétence à la communauté remplace ces communes au sein du syndicat. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, quand on dit déjà remplacer, c'est qu'elle vraiment elle se substitue à ces communes membres au sein du syndicat, tant pour ce qui concerne la répartition des sièges au sein du comité syndical que pour les cotisations. Mais ce mécanisme de représentation-substitution a été limité par le législateur au cas de figure où le syndicat d'eau et ou d'assainissement compte des communes, recoupe des communes qui appartiennent à au moins 3 communautés différentes. C'est une incitation qui a été voulue à l'occasion de la loi NOTRe pour inciter au regroupement de syndicats dont on a vu qu'ils étaient parfois assez éparpillés, afin qu'ils puissent disposer d'une ingénierie suffisante. Donc dans le cas inverse, dans lequel les communes qui sont recouvertes par un syndicat d'eau et d'assainissement appartiennent à moins de 3 communautés, c'est-à-dire à 1 ou 2 communautés, le mécanisme de représentation-substitution ne s'applique pas. Cela a pour conséquence qu'au moment où les communautés deviennent compétentes en matière d'eau et d'assainissement, nous n'avons pas cette substitution, les communes se retirent du syndicat et donc le périmètre du syndicat en est réduit d'autant. Avec, pourquoi pas, une dissolution automatique du syndicat s'il n'a plus de communes membres à cette occasion. Alors attention au moment auquel ce mécanisme s'applique, qu'il s'agisse de représentation-substitution ou de retrait.
L'événement générateur ne va pas être forcément la date de la prise de compétences obligatoire du 1er janvier 2020 dans les comités de communes et d'agglomération, mais une prise de compétences qui pourra avoir lieu auparavant, notamment lorsqu'on harmonise les compétences à la suite d'une fusion, ou même une évolution d'un périmètre intercommunal à la suite d'une fusion, d'une extension, etc., qui aura pour conséquence que, à la suite de l'évolution de périmètre, nous aurons un syndicat qui recouvrira des communes appartenant à moins de 3 communautés. Donc il faut voir dès maintenant les conséquences possibles de ces évolutions. Des évolutions qui donc peuvent prendre différentes formes que vous avez ici illustrées. Le premier cas de figure, c'est donc un syndicat qui sera maintenu parce qu'il recouvre des communes qui appartiennent à 3 communautés différentes, sans forcément que les 3 communautés soient d'ailleurs recouvertes entièrement. On pourrait avoir le cas de figure un peu théorique où vous avez un syndicat comportant 3 communes, mais qui appartiennent toutes à une communauté différente. À l'inverse, si sur ce périmètre du syndicat on compte moins de 3 communautés, on aura le mécanisme de retrait en lieu et place de celui de la représentation-substitution. Alors, là-dessus, on aura donc des situations parfois un petit peu ambiguës ou problématiques. Dans certains cas, la communauté va correspondre à un service cohérent, tout simplement parce que par exemple la communauté a fusionné, enfin les communautés ont fusionné, ont créé un nouvel EPCI à fiscalité propre qui a englobé des syndicats, et pas de souci, finalement il y a une cohérence technique au niveau du réseau. Et elle pourra du coup gérer elle-même le service. Mais dans certains cas, on va avoir des mécanismes, des situations un peu problématiques. On peut se retrouver avec une communauté avec finalement l'adhésion sur une partie de son territoire qui aurait été maintenue. Alors si elle est en comité d'agglomération, dans des 1 an, elle peut éventuellement demander son retrait. Ou alors, comme toute communauté, elle peut aussi demander son retrait sur les procédures de droit commun, mais là c'est le jeu de rapport de force qui rentrera en compte au sein de chacune des structures. Mais elle peut se retrouver aussi dans une situation où on aura finalement un secteur où elle exerce en direct la compétence, un secteur sur un syndicat, et un secteur peut-être sur encore un autre syndicat. Et puis, parfois, on a même peut-être des disparitions de syndicats, alors même qu'il y avait une forme de cohérence technique à l'échelle de territoires qui se partagent entre 2 communautés seulement et non pas 3. Et du coup, le syndicat a disparu. Alors, que va-t-il se passer? D'abord, rien n'interdit en droit de recréer un syndicat, même si ce n'est pas dans l'air du temps, on en conviendra, mais on peut tout à fait envisager de recréer un syndicat avec l'accord des services de l'État s'il y a une réelle légitimité technique en la matière sur un périmètre partiel de 2 communautés. Et il faut savoir que le législateur, dans certains domaines, que sont l'eau, l'assainissement, la GEMAPI, les déchets, autorise à ce qu'une communauté n'adhère pas forcément pour tout son périmètre, mais seulement pour une partie de son périmètre. Et donc on peut très bien avoir une communauté qui décide, alors même qu'il y aurait eu des retraits de syndicats compte tenu du périmètre, de réadhérer à des syndicats. Ce qui pose par contre un autre problème. Pour réadhérer à un syndicat, faut-il encore qu'il y ait eu un syndicat. Alors soit c'est un syndicat concret, soit c'est un syndicat qui existe toujours, et il nous arrive sur certains dossiers de devoir, pour préserver de manière, on va le reconnaître, un peu artificielle le syndicat, mais le temps des mécanismes, et avec l'accord des services de l'État, eh bien d'organiser le maintien du syndicat par d'autres compétences qui n'engendrent pas le retrait, pour qu'il existe toujours un peu allez, on va être honnête, en coquille vide pour une période transitoire, pour réadhérer. Évidemment, toutes ces choses-là ne peuvent se faire que si on a vraiment démontré une légitimité technique et que les services de l'État accompagnent évidemment cette démarche en disant oui, c'est cohérent. Ça pose aussi évidemment les questions du phasage qui est évoqué précédemment. Le problème, c'est que tous les territoires ne vont pas avancer à la même vitesse. On va avoir des territoires qui vont prendre la compétence en 2020, d'autres qui vont peut-être la prendre en 2019, en disant on a prévu une transition, c'est bon, nous sommes prêts, on le fait. D'autres, dès maintenant, au 1er janvier 2018, il y avait une compétence optionnelle, je fusionne, elle se généralise au bout d'1 an, et du coup, on risque d'avoir aussi des mécanismes avec des retraits successifs ou des représentations successives parce qu'on n'a pas une coordination avec l'ensemble des acteurs. Ces mécanismes de réadhésion peuvent nous permettre éventuellement de gérer aussi des périodes transitoires. Après, si on doit juste gérer des périodes transitoires, il y a d'autres outils qu'on pourrait envisager aussi en intercommunauté. Par exemple, le temps d'être en mesure d'assumer la prise de compétences. Je pense notamment aux communautés qui vont fusionner
avec une communauté qui a une compétence optionnelle, assainissement, ou potable, hein, qui va disposer d'1 an pour pouvoir l'harmoniser. Alors quand je dis pour l'eau potable, je pense évidemment là-dessus au comité d'agglomération, hein. Eh bien, vont disposer d'1 an pour décider l'extension ou pas. Au bout d'1 an, on va peut-être décider de l'extension, parce que ça se trouve là, parce qu'on ne va pas rendre la compétence provisoirement à un certain territoire, encore que certains l'envisagent. Mais peut-être qu'en 1 an, on n'aura pas pu organiser complètement la reprise du service. Parce que, comme toute compétence, ça se prépare. Et bien, par convention de gestion, L 5214 16 1 par exemple pour les comités de communes, ou L 52 16 7 1 pour les comités d'agglomération, eh bien, on peut tout à fait envisager par convention de reconfier la gestion du service à un syndicat, soit le temps d'une réadhésion, soit tout simplement pour organiser une transition, pour qu'il y ait une continuité du service, le temps de basculer vers le nouveau modèle d'organisation de notre territoire. Donc plein d'outils, mais il va falloir bien penser au phasage, au calendrier de la matière. Alors, quand on parle justement de penser à ce phasage, quels sont les points de vigilance? Les points de vigilance, au-delà du déroulé, sont évidemment de réfléchir en termes de biens, de contrats et d'agents. Sur les biens, d'abord, il faut évidemment penser à 2 choses. Il y aura un transfert des biens, évidemment des membres. Si j'avais une communauté, si j'ai un EPCI fiscalité propre qui récupère la compétence d'une commune qui n'avait pas confié à un syndicat, qui l'exerçait peut-être en régie ou en délégation, il a organisé le transfert des ouvrages de cette commune. Par défaut, la mise à disposition, mais je peux tout à fait envisager, en alternative, le transfert en pleine propriété des ouvrages. C'est parfois intéressant ce genre de service. Également, à l'inverse, la problématique de la reprise des biens des syndicats lorsqu'il y a un retrait, en relevant d'ailleurs qu'il y a des petites subtilités en fonction d'abord de l'origine historique du bien et des subtilités, puisqu'il y a des différences entre certains mécanismes entre communautés de communes, communautés d'agglomération d'une part, et les communautés urbaines et métropoles d'autre part. Mais sur les grands principes, en fait, on va distinguer entre l'origine du bien. Si le bien était mis à disposition d'une commune, par exemple, auprès du syndicat, normalement, le bien repart de plein droit vers la commune et donc, en réalité, vers l'EPCI fiscalité propre qui va porter la compétence. À l'inverse, si le bien avait été porté par le syndicat, et c'est là il y aura une différence également avec la métropole, mais si le bien avait été porté par le syndicat, en réalité, il y aura un débat. C'est-à-dire qu'en fait, la restitution, le fléchage du bien vers la communauté, le PCI fiscalité propre, ou vers le maintien auprès du syndicat, ou une autre communauté, va dépendre en réalité de plein de paramètres, et surtout de la capacité de négociation des acteurs, puisqu'en réalité, il s'agit d'un accord passé entre les différents acteurs concernés par la répartition des biens. Sur ces biens-là qui ont été réalisés par le syndicat, plusieurs cas de figure. Si on a le bien sur une commune, en général, on simplifie la vie, le bien repart vers cette commune. C'est le cas, évidemment, 99,9% des cas, je vous dirais, sur tout ce qui est canalisation. Encore que si on est sur un ouvrage de transport d'un point A à un point B qui vont rester au niveau du syndicat, c'est-à-dire qu'on a une canalisation qui ne fait que transiter par une commune de retrait à la communauté, il est fort probable qu'on organise en réalité en la matière peut-être le maintien de l'ouvrage dans le giron syndical, même s'il est hors de son périmètre, et ça la jurisprudence l'autorise, hein, parce que en réalité l'ouvrage est plus cohérent en termes opérationnels pour un maintien vers le syndicat. Sauf en métropole, où là il y a plutôt un principe, effectivement, où les ouvrages qui sont sur le périmètre de la métropole partent de toute façon vers la métropole. Après, pour certains ouvrages, notamment la production, eh bien, ça fait l'objet de débats parfois amusants. Il n'y a pas de retour automatique vers la commune, et si finalement la commune est certes la commune où est produite l'eau, mais en réalité c'est une petite commune en termes de population qui est à côté d'un périmètre qui est encore couvert par le syndicat, on peut tout à fait avoir, comme pour la canalisation que j'évoquais tout à l'heure, le maintien des unités de production dans le giron syndical, parce qu'en réalité, 80% de la production va vers le territoire syndical. Ou même, si le syndicat disparaît, mais entre deux communautés, on pourrait avoir un accord où l'unité de production aille plutôt vers la communauté
qui est la plus grande consommatrice. Et là, on est dans de la pure négociation entre acteurs, sachant néanmoins que si on ne se met pas d'accord en la matière, le préfet a le dernier mot. On a en réalité, en simplifiant, un délai de 6 mois pour se mettre d'accord. Au-delà, on passe la main au préfet qui arbitre, et qui arbitre généralement plutôt en utilisant ces deux critères, la territorialité et l'usage principal. Après, sur ces biens, si j'ai une unité de production qui part sur un territoire mais que 20% de l'eau servait comme un autre territoire, on l'accompagne de conventions qui sont souvent signées en même temps que ce protocole de sortie, qui sont des conventions de vente d'eau, où on se met d'accord sur l'apport d'eau et toutes les conditions patrimoniales, financières en la matière. On peut aussi d'ailleurs, en la matière, sur les biens, organiser des mécanismes de coportage entre deux communautés, par exemple, en créant une entente, une SPL, plein d'outils qui peuvent être envisagés. Après, les autres impacts, évidemment, sont les transferts sur les contrats. Les contrats continuent jusqu'à leur mort naturelle, donc la fin du contrat, dans leur périmètre antérieur. Donc, je vais, moi, communauté, peut-être récupérer un bout de délégation de service public fait sur une partie du syndicat dont j'ai repris la compétence, dont je me suis retiré. Le contrat perdure son périmètre. Il n'y a pas un droit à résiliation pour le prestataire, ni un droit à compensation financière. Ça continue. On peut faire évoluer le contrat, mais dans la limite des droits des avenants, de manière en réalité très 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 limitée. C'est-à-dire que parfois il y a la tentation, pour harmoniser plus vite, d'allonger certains contrats, de les réduire. On peut le tenter, mais dans les limites de ce que je peux faire comme évolution contractuelle, contrat par contrat. Certaines communautés avaient tenté de fusionner les contrats en un seul en faisant une cote mal taillée entre les différentes durées de contrat. Le juge a sanctionné en disant que même si l'équilibre financier globalement restait le même, ça portait atteinte au bouleversement de l'objet du contrat et aux règles contractuelles. Donc, il faut faire vraiment attention à la matière. Ce qui veut dire qu'il y aura forcément une inertie d'ailleurs de ces modes de gestion et que l'harmonisation tarifaire, contrairement à ce qu'on annonce parfois politiquement, ne peut pas se faire, ou rarement se faire en tout cas, au 1er janvier 2020 ou avant, ou au 1er janvier 2021, que sais-je encore. Vous serez liés par cette inertie contractuelle. Même si on a des mécanismes après qui permettent de faire converger, malgré ces modes de gestion, peu à peu, pour que l'usager puisse voir comme un mouvement engagé. Évidemment, derrière, il y a aussi le transfert des agents avec leur statut, et se posera la question, toujours avec l'inertie des modes de gestion, mais à terme, du rapprochement des modes de gestion. Est-ce qu'on maintient plusieurs modes de gestion sur le territoire? Est-ce qu'on fait converger vers un seul mode de gestion? Il faut retenir en tout cas un grand principe sur tous ces aspects-là, c'est que dès lors qu'on va faire converger les modes de gestion et les pratiques, il faudra évidemment faire converger les stratégies tarifaires, notamment pour l'usager, puisque l'usager, petit rappel, on est sur la contrepartie d'un service rendu, un service identique, traitement identique, mais attention, même dans ces services-là, on peut avoir des formes de zonage si réellement on peut justifier qu'il y a sur le territoire des grandes différences. En retenant comme une chose, c'est que le juge préfère qu'on aille vers la convergence que vers le zonage tout de même. Quand vous avez un zonage, ça sera à vous, en cas de contentieux, de démontrer la légitimité de votre zonage. Tous ces éléments constituent des points de vigilance qui gagnent à être bien envisagés dans l'optique de se préparer au transfert de ces compétences eau et assainissement. Pour résumer un peu, il est tout à fait possible d'étudier au préalable les impacts qu'aura ce transfert de compétences sur les structures syndicales qui existent, et notamment, dans cette optique, voir la façon qui est possible d'envisager leur évolution, ou les temps de transition qui ont été évoqués, notamment au moyen de conventions de gestion, par exemple. Nous sommes sur une compétence qui repose sur des ouvrages spécifiques. C'est l'occasion également, bien sûr, de voir quels sont ces ouvrages, la façon dont ils sont gérés, et donc, on l'a vu, la question des contrats en cours et les choix qui ont été faits auparavant. On est sur un transfert de compétences, donc transfert de compétences accompagne du transfert des services avec les agents qui seront transférés. Nous sommes là bien sûr sur des aspects managériaux qui sont à envisager pour accompagner les agents, les préparer au transfert, les rassurer également sur leurs garanties en matière de transfert de compétences. Et puis sur les aspects financiers qui découleront en partie des choix faits en matière d'harmonisation de la compétence, en matière de choix faits sur les structures syndicales, les questions budgétaires et le transfert des budgets M49 existants se posera à l'occasion de ce transfert de ces compétences. ADCF propose d'autres tutoriels sur ces compétences thématiques, notamment en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, la GEMAPI,
en matière de compétences scolaires, périscolaires, ou sur les aspects d'évolution de périmètre qui se posent dans les prochains mois aux communautés concernées par les schémas départementaux de coopération intercommunale. Ces tutoriels étant réalisés en partenariat avec le cabinet Landau et Associés et Idéal Connaissance.